On arrête les voitures. Les voitures, s'il vous plaît. La même chose. On bloque la nuance seulement. Oui. On laisse passer rue Tourtel. On bloque les passants également. La nuance. Droit comme ça. Non, 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 vous revenez. Voilà, comme ça. Attention, attention. Trop serré. Coco. Non, avancez un tout petit peu. Avancez de 5 cm. Stop. Non, trop. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Bougez plus. Ok, on y va. Prêt en place. Moteur. On bloque à gauche, à droite. Tonton. Partez. En place, on la double. Remettez vite la voiture. C'est plus court comme ça. Très bien. Philippe, après ce qui vient de se passer, si on reste trop longtemps, c'est mou. Avec Melville, j'avais un ratage, c'est-à-dire qu'il y a un film qu'on devait faire ensemble il y a 5 ans, puis j'ai fait des très beaux essais de photos, de maquillage et de perruques et tout, et puis ça s'est pas arrangé pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir. Et on a été un peu en froid comme ça pendant 5 ans. Et comme tous les gens qui sont des gens bien quand même, et qui ont été en froid, il y a maintenant une espèce de grand amour, parce que bon, puisqu'on travaille, on fait ensemble, on rit même, on dit « Ah, c'est l'époque où je disais de vous, ah là là, celle-là. » Je lui dis « Ah bah oui, c'est l'époque où je disais de vous, Melville. » Bon. Et maintenant, ça, nous baignons dans la joie et dans l'amour. C'est ça, surtout, dont j'ai envie de parler, parce que finalement, c'est la première fois que je travaille avec lui. Il m'épate parce que il reste un artisan au milieu d'un gros machin. Ben, c'est un gros machin quand même. Il y a un film qui se passe en 1943, avec plein de gens, c'est un gros machin. Et il reste un artisan. Son studio a brûlé rue Génère et il est là à Boulogne, où c'est quand même beaucoup plus luxueux, mais il travaille comme il travaillait chez lui. Pour le public, Jean-Pierre Melville, c'est d'abord un metteur en scène de cinéma. C'est le metteur en scène du Silence de la mer, de Doulos, du Samouraï. Ce que nous venons de voir avant cette petite séquence où vous écoutez du jazz, parce que c'est un de vos passe-temps favoris, c'est un petit reportage
à propos de votre nouveau film qui s'appelle L'Armée des Ombres et que vous êtes en train de monter. Pourquoi ce film, L'Armée des Ombres? Et est-ce que pour vous, c'est seulement un film? Non, c'est une rêverie rétrospective et nostalgique. Courteline disait « Mauvais souvenirs, soyez pourtant les bienvenus, vous êtes ma jeunesse lointaine ». Et je m'aperçois en vieillissant que tout ce qui aurait dû être des mauvais souvenirs de 1940 à 1944, nous avons des mauvais souvenirs. Ça n'est plus maintenant qu'une sorte de période qu'on ne revit qu'en la rêvant avec nostalgie. Et Parce qu'on se dit, je m'en suis sorti, j'ai échappé en somme à un désastre qui aurait pu... les gens qui ont échappé à un accident d'aviation, finalement, ils ne regrettent pas le voyage. Non, même pas. Je crois que si j'étais mort et que j'ai un frère jumeau qui puisse penser à moi comme je peux penser à moi à cette époque-là, il n'aurait pas de regrets non plus. C'est une période qui a été fantastique, qu'il fallait vivre. Et je suis heureux d'avoir eu 22 ans en 39. Je trouve que c'est une grâce que l'on m'a fait. Est-ce que vous étiez à Paris le jour où les Allemands ont défilé sur les Champs-Élysées? Non, pas du tout. Je ne suis jamais venu à Paris pendant l'occupation. Parce que la première image que nous voyons, c'est ce défilé d'Allemands. Ce sont des stock shots ou c'est une chose que vous avez reconstituée? Non, non, c'est une reconstitution à laquelle tous les gens du film ont douté. Enfin, ils n'ont pas cru que c'était tout à fait possible. Et moi-même, à 4 heures du matin, quand j'ai fait la première répétition dans l'avenue d'Iéna, dans la nuit, je me suis dit, là, c'est dans la nuit, c'est dans le silence. Personne ne le sait, mais tout à l'heure, sur la place de l'Étoile, vide, et sur les Champs-Élysées vides, est-ce que cela va être possible? Et ça a été possible. Vous êtes offert les Champs-Élysées comme ça, l'Arc de Triomphe, avec la police de chaque côté pour qu'on ne vous dérange pas, c'est quand même le goût du luxe. Oui, oui, c'est le goût du luxe. Ouais. Mais en fait, le goût du luxe, jusqu'à présent, vous avez plutôt fait des films qui ne coûtaient pas très cher. Enfin, pour les producteurs, c'est toujours trop cher. Mais d'une manière générale, Simone Signoret le rappelait très justement, vous êtes un artisan, oui, même dans un grand machin, comme elle dit. Or, pour la première fois, vous vous trouvez avec un budget qui est quand même assez considérable, puisqu'il avoisine le milliard. Oui, 900 millions. Bon, vous pouvez presque faire un court-métrage pour le cerveau avec ça. Oui. Bon, quelle impression est-ce que ça vous a fait d'avoir tout cet argent? Ça ne me fait absolument rien, je ne le sens pas. Oui. Ça ne me dérange pas, je ne le sais pas. Oui. Je continue à faire du cinéma comme j'en ai toujours fait. Que l'histoire nécessite une dépense considérable. Oui. C'est sûr, et je le savais avant de l'écrire, d'après le livre de Joseph Kessel. Mais je ne me sens pas du tout gêné aux entournures parce que le film coûte très cher. Et je le fais absolument comme si je le faisais dans mes petits studios de la rue Genève et comme j'en ai fait d'autres avant. De toute façon, il y a une chose, et c'est pour ça que vous empoisonnerez toujours vos ennemis, mon cher Jean-Pierre, c'est que vous n'aurez jamais un sou et vous vivrez toujours comme un millionnaire. Presque, presque. Dans ce film, vous avez une distribution qui est assez étincelante. Pouvez-vous nous la rappeler? Bien sûr. Paul Meurice, Simone Signoret, Lino Ventura, Jean-Pierre Cassel, Paul Crochet, Christian Barbier, Claude Mann, Serge Reggiani, etc. Bon, je crois d'ailleurs que certains de ces interprètes vous attendent, Jean-Pierre Melville. Messieurs, vous êtes les invités de Jean-Pierre Melville, mais il ne vous est pas du tout interdit de dire plutôt ce que vous pensez de lui. Jean-Pierre Cassel, Paul Meurice, Paul Crochet. Paul Meurice, nous commençons par vous. Qu'est-ce que vous pensez exactement de Jean-Pierre Melville? Écoutez, il me paraît un peu bête que je parle de Jean-Pierre Melville, étant donné qu'il le fait si bien lui-même. Je vais vous dire, il est tout de même très difficile de parler de quelqu'un avec qui on a des liens d'amitié, parce que c'est plus délicat, vous comprenez. Je préférerais pouvoir parler de lui simplement en tant que metteur en scène. Les rapports qui peuvent exister entre l'interprète et le metteur en scène, qui sont quelquefois difficiles. Or, là, ça n'est pas parce que nous sommes amis, c'est uniquement parce que je crois qu'il aime les acteurs, que les rapports entre
le metteur en scène et l'interprète, les interprètes sont bons. C'est très important, je crois, que un metteur en scène ait le goût des acteurs, on ne lui demande pas d'avoir de l'amour pour eux, c'est ce qu'il a d'ailleurs, mais qu'il n'ait pas de mépris pour les acteurs, et je crois qu'il est un des rares metteurs en scène à ne pas mépriser les acteurs parce qu'il ne les envie pas. C'est un envoi de fleurs, Paul Meurice. C'est une constatation. Jean-Pierre Cassel. Alors, non, mais Paul nous a trahis parce qu'on s'était dit avant, Jean-Pierre Melville est à côté, on va dire beaucoup de mal de lui, et puis on a vu un petit peu de lui avant que nous commencions à parler, et on n'a plus du tout envie de dire de mal, même pour plaisanter. Effectivement, c'est un metteur en scène avec qui on a un plaisir immense à travailler. Paul Crochet. Oui, c'est difficile de parler après ses brillants camarades. C'est pas que... Moi, je suis touché par des choses qu'il est difficile d'évoquer en public, si j'ose dire, qui sont du ressort purement et simplement de la sensibilité. Je pense qu'avec Melville, on touche immédiatement à l'univers sensible, chose qui est déniée de plus en plus aux acteurs à beaucoup d'acteurs de ma génération, qui tombent un peu, comment dirais-je, sous le fait d'un certain intellectualisme souvent. Et dans les rapports de travail également, dans les rapports dans la vie, moi je suis personnellement extrêmement touché par des choses extrêmement secrètes qui existent entre lui et les gens au milieu de qui il vit, avec qui il vit, voilà. Le prologue est parfait, je crois qu'on peut demander à Jean-Pierre Melville de dire. Alors d'abord, je voudrais dire à Paul Meurice qu'il a menti, comme d'habitude, car vous avez dit que je n'enviais pas les acteurs. Vous me connaissez mal. Je vous envie terriblement. Mon plus grand regret, c'est de ne pas être acteur. Oui, je le comprends seulement comme en réalité, quand tu es sur un plateau, tu joues la comédie. C'est vrai. N'est-ce pas? Puisque tout le monde joue la comédie, nous sommes en train actuellement de jouer la comédie. Je joue la comédie de l'invité de Jean-Pierre Melville ici. Tu joues le rôle de l'hôte, n'est-ce pas? Donc tout le monde joue la comédie, plus ou moins bien. Je dois dire que, en ce qui me concerne, je trouve que les autres la jouent plutôt moins bien. Nous sourions, nous rions, nous ne commentons pas. Jean-Pierre Melville, est-ce que vous avez écouté tout à l'heure ce qu'ont dit Paul Meurice, Jean-Pierre Cassel et Paul Crochet? Bien sûr. Vous avez été sensible à leur gentillesse? Absolument, et je suis très heureux d'ailleurs que Paul Crochet ait dit ce qu'il a dit, parce qu'on peut être très sec sur un plateau et on peut ne pas avoir de rapport avec les gens. C'est facile, d'ailleurs il m'est arrivé même dans ce dernier film que je suis en train de faire, de ne pas avoir de contact très étroit avec un de mes acteurs, je dirais pas lequel. Et c'est désagréable. Je ne dis pas que c'est désagréable sur le plan du résultat, le résultat est le même, mais c'est gênant. Et puis c'est inutile. Alors c'est bien plus agréable d'être ami avec Paul Crochet, d'être ami avec Cassel et de tenter de l'être avec Paul Meurice. Jean-Pierre Melville, est-ce que vous acceptez parfois une indication de jeu donnée par exemple par un acteur? Bon, bien sûr. Enfin, voyons. Un directeur d'acteur, c'est un monsieur qui se sert de ce que l'acteur lui apporte. Ce n'est pas un monsieur qui peut imposer à l'acteur une façon de voir totalement subjective et peut-être mauvaise. On ne peut pas diriger un acteur s'il ne fait pas la moitié du chemin, s'il ne fait pas la moitié du travail. Je ne dis pas que certains très mauvais acteurs n'aient pas besoin d'un directeur d'acteur à 100%. Mais ce sont des très mauvais acteurs. Est-ce que parfois les acteurs en font trop? Pas dans mes films, non, jamais. Ils n'ont pas tendance à vouloir en faire. Donc l'armée des ombres se présente bien. Ça, je n'en sais absolument rien. Je l'espère, mais je n'ai pas encore tout à fait idée de ce qu'il sera.
Nous avons eu des scènes difficiles. Je me souviens d'une nuit, par exemple, où Jean-Pierre Cassel, Crochet et moi, nous étions vraiment sur les genoux, exténués. C'était en décor naturel. Et je tenais à tourner cette scène dans ce décor naturel-là, parce que c'était un décor qui me rappelait Joseph Kessel. C'était le Sintra de Marseille, où j'avais vu un jour Joseph Kessel, triste et désemparé, très peu de temps avant son départ pour l'Angleterre. Et je voulais tourner dans le Sintra, l'endroit même où j'avais vu Joseph Kessel. Les premiers hommes que j'ai tenu à voir naturellement en arrivant en Angleterre était le général de Gaulle. Il m'a reçu avec beaucoup vraiment d'amitié. Alors il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit voilà, enfin, prendre du service dans une unité quelconque. Il m'a fait les objections que j'ai dit tout à l'heure. Et il m'a dit ce que vous pourriez peut-être faire, puisque vous avez touché à la résistance et que c'est la vraie force du peuple français, c'est d'écrire un livre à ce sujet. Je suis parti assez contre cette idée, parce que le fait d'écrire sur des gens qui se battent alors que soi-même on est plus ou moins à l'abri est toujours, enfin, à mon sens, délicat. Et puis, voyant au bout de plusieurs jours et plusieurs semaines que vraiment je n'étais bon à rien au point de vue militaire, on m'a inscrit dans l'aviation, mais à titre sédentaire, et là vraiment je n'avais rien à faire. Et en commençant à fréquenter les Français de Londres, surtout ceux qui touchaient de près ou de loin à la résistance, j'ai compris que c'est peut-être ce que j'avais de mieux à faire, d'écrire de mon mieux ce qui se passait en France. À vrai dire, je n'ai jamais eu aussi peur en commençant un livre que celui-là. Justement à cause du sentiment que j'ai exposé il y a quelques instants. Vraiment, j'essaye, à distance, on ne fait plus de littérature, mais j'essaye vraiment de me débarrasser de toute espèce de sentiment littéraire. La résistance, et dans tous les pays d'ailleurs, mais celle de la France, je la connaissais un peu, et c'était mon pays, tout m'apparaissait comme quelque chose de sacré, parce que les guerres normales, d'abord, on est forcé de les faire. Et ensuite, même si on y va de plein cœur, on est soutenu par toute l'armature du pays, par tout l'enthousiasme, par tous les encouragements, par l'encadrement normal d'une armée. Tandis que là, chacun des combattants de la résistance, c'était son choix à lui, et son choix pas commode à faire. Il fallait renoncer à la sécurité, bien sûr, mais à la vie normale, à sa famille, à tout ce qui fait la vie, le prix de la vie. Et en m'approchant ces gens, et pour les décrire, j'ai vraiment eu un scrupule tout à fait normal, mais qui m'a arrêté pendant assez longtemps. Et puis alors j'ai connu, peu à peu, des gens comme le colonel Rémy. J'ai revu Emmanuel d'Astier, qui allait et venait au prix de risque terrible entre la France et l'Angleterre. J'ai rencontré le colonel Rémy, j'ai rencontré Médéric, j'ai rencontré Brossolette. Et peu à peu, en écoutant leurs récits, et aussi en ayant accès aux documents du BCRA, je suis peu à peu entré dans en somme, dans l'envoûtement, dans le secret des organisations et des réseaux de résistance, et s'est formé alors ce besoin, cette exigence, qui, à mon sens, sont absolument indispensables à un écrivain s'il veut
écrire quelque chose de valable. Il y a dans L'Armée des Ombres un autre personnage, je ne peux pas dire un acteur, bien qu'il y joue un rôle, et qui est assez singulier, puisqu'il s'agit non pas d'un acteur, mais de M. André de Wavrin, qui fut très connu sous le nom de Colonel Passy, qu'il est toujours, qui a joué un rôle très important dans cette résistance, qui est l'armature de ce livre. Et je crois, mon cher Jean-Pierre, qu'il n'y a pas que toi aujourd'hui qui soit touché et ému de voir qu'il a accepté d'être des nôtres. Colonel Passy, Monsieur de Wavrin, je sais donc que vous avez accepté de jouer dans votre propre rôle dans le film de Jean-Pierre Melville. Je n'étais pas là, mais je me doute de la façon dont c'est passé, car je sais que Jean-Pierre est tellement persuasif que s'il demandait à la Tour Eiffel de ressembler à l'Arc de Triomphe, elle finirait par accepter. Mais j'aimerais quand même que vous racontiez comment vous avez accepté de devenir acteur pour les besoins de cette cause, qui est une bonne cause. Je me hâte de l'ajouter. Eh bien, en réalité, il m'a fait tomber dans un traquenard. Parce qu'il m'a, un jour, lorsque nous nous sommes rencontrés, il m'a demandé de surveiller le décor qu'il avait l'intention de mettre pour mon bureau à Londres, tel qu'il était, de façon à ce qu'il soit aussi authentique que possible. Et puis, son premier assistant m'a téléphoné un matin pour me demander de venir voir ce décor et de savoir s'il était vraiment conforme. Nous avons pris rendez-vous pour 5 heures du soir. Et là, en arrivant au studio de Boulogne, j'ai rencontré Jean-Pierre Melville, qui m'a d'abord montré le décor. Je lui ai dit qu'il y avait 2 ou 3 choses à corriger. C'est beau, oui. Et puis nous sommes sortis, et il m'a dit, écoutez, je vais vous demander un petit service, j'espère que vous pourrez me le rendre. Je voudrais beaucoup que vous jouiez votre propre rôle dans l'Armée des Ombres. Alors, d'abord parce que Jean-Pierre Melville est un ami. Deuxièmement, parce que j'étais content qu'il tourne le film d'après le livre de Kessel, qui est aussi un ami commun. Je lui ai dit oui. Et j'ai fait mes débuts d'acteur, qui, j'espère, seront ce qu'ils seront, je ne sais pas. Est-ce que vous avez changé le texte? Oui, il s'est trouvé que lorsqu'il m'a montré le manuscrit, il y avait un texte qu'on me faisait dire, qu'on faisait dire au personnage qui devait m'incarner, qui n'aurait pas été tout à fait conforme à ce que j'aurais pu dire à l'époque à Londres. Je lui ai donc dit que je souhaitais le changer. Il m'a dit, faites ce que vous voudrez. J'ai donc fait ce que j'ai voulu. Et j'ai finalement dit un texte en français et en anglais qui est ce que j'aurais probablement dit à cette époque. Il faut dire, Monsieur de Wavrin, que vous êtes un spectateur redoutable, parce que c'est comme dans l'ère Constitution, vous savez, des films de décors français à Hollywood, on dit, tiens, les Gauloises n'étaient pas à ce prix-là cette année. Eh bien, là, c'est la même chose avec vous. L'autre jour, nous en parlions. Et dans le film, Jean-Pierre va en faire une maladie, si je le dis. Il y a un moment, les gens ont du cyanure pour se suicider, s'ils sont pris par les Allemands. Vous avez dit non, en 1943, nous n'utilisions pas le cyanure. Vous avez expliqué pourquoi, d'ailleurs. Oui, eh bien, parce que nous avions utilisé le cyanure pendant toute la première partie de la guerre, jusqu'en 1942 à peu près, et nous étions aperçus que dans le cas où les personnes qui avaient à l'utilisaient, elles souffraient terriblement. Leur mort était beaucoup plus lente qu'on ne pensait, et dans d'affreuses douleurs. Et si elles étaient traitées immédiatement, elles n'étaient pas forcément condamnées à mort. Par conséquent, les Anglais avaient trouvé un poison infiniment plus violent, beaucoup plus petit d'ailleurs, une petite pilule qui tenait dans un chaton de bague et qui vous tuait, vous foudroyait en 1 seconde, 1 seconde et demie. Je peux d'ailleurs vous donner une expérience sur la valeur de ce produit. Je l'ai utilisé moi-même, non pas comme produit, mais je l'ai remporté quand je suis venu en France. Je l'avais dans le chaton d'une bague. Et rien qu'en me lavant les mains avant le départ, je me suis frotté les yeux après m'être lavé les mains et j'ai eu les yeux qui ont gonflé, absolument comme des yeux de grenouille en 3 minutes. Vous connaissiez depuis quand Jean-Pierre Melville et vous-même? J'ai connu le colonel Passy chez notre ami Paul Meurice un soir. Et je me souviens toujours, mon colonel, vous êtes venu vous asseoir par terre. Nous avions des petites tables chacun, vous êtes venu vous asseoir près d'une table cinéma où il y avait Verneuil, moi, je crois encore quelqu'un. Vous avez commencé par vous asseoir par terre. C'est en quelle année? Il y a 5 ou 6 ans. 6 ans, oui. Mais vous, Jean-Pierre Melville, vous êtes allé à Londres. Oui. En 1943. Oui. Le colonel Passy s'y trouvait. Oui. Que représentait pour vous le colonel Passy avant de l'avoir rencontré? En 1942 et en 1943, le colonel Passy était un personnage légendaire et mythique en France, quand des camarades à moi arrivaient, parachutés d'Angleterre. Je pense à un garçon qui s'appelait Riblet, un autre qui s'appelait Philippe Vallat. Et
la question était toujours la même. Comment est-il, ce colonel? Parce qu'on n'avait pas de photo de lui. Le général de Gaulle, on le connaissait. Traîner, oui, d'une manière générale. Le général de Gaulle, on le connaissait, on avait des photos de lui. Le colonel Passy, on ne le savait pas. Alors on répondait, il est beau, il est jeune, il est blond, il a les yeux bleus, etc. On finissait par se faire quand même une idée exacte du personnage. Puisqu'il existait vraiment. Il existait vraiment, mais je ne l'ai pas connu à ce moment-là. Mais je connaissais très très bien son lieutenant, son second, Pierre Brossolette, qui est justement, qui était la liaison un point commun entre nous. Oui. Ouais. Et le 11 août 1943, j'ai passé la journée entière à Londres avec Pierre Brossolette, et je suis parti à pied avec lui à travers Londres, de Duke Street, le bureau du BCRA, jusqu'à la gare de Victoria, où il prenait le train pour aller prendre le bateau pour aller à Alger. En somme, Pierre Brossolette était, avec le colonel Passy, le seul homme qui savait tout sur les réseaux de résistance. Oui, c'est à ce propos que je veux raconter quelque chose. Quand j'ai connu le colonel Passy, je lui ai dit, ne croyez-vous pas que la mission Arquebuse que vous avez faite avec Brossolette était une mission très dangereuse pour la résistance. Vous étiez les deux seuls hommes qui connaissiez absolument tout de la résistance. Vous vous êtes fait parachuter ensemble, vous ne vous êtes pas quittés. Vous vous êtes promené dans Paris. Vous avez rencontré des gens sûrs, mais dans lesquels il pouvait tout à coup y avoir, non pas des traîtres, mais des gens qui pouvaient parler et le dire. Et si vous aviez été arrêtés tous les deux? Le colonel Passy m'a répondu tout de suite, Brossolette a été arrêté. Il n'a pas parlé, que je sache. Et puis je me suis aperçu que je n'avais pas besoin de dire au colonel Passy, mais vous, mon colonel, si vous aviez été arrêté, est-ce que vous auriez parlé? Parce que je me suis bien rendu compte qu'il n'aurait pas parlé. Je voudrais, à propos de Pierre Brossolette, dont le souvenir est évidemment très grand, et en particulier dans la maison où nous nous trouvons, demander au colonel Passy pourquoi, finalement, puisqu'il y avait ce poison si violent, Pierre Brossolette ne l'a pas utilisé et a préféré une mort qui nous paraît plus horrible encore. C'était l'objet de beaucoup de conversations que j'avais avec Brossolette à l'époque. Personnellement, à l'encontre de ce que dit Jean-Pierre Melville, je n'aurais jamais osé venir en mission en France si je n'avais pas été bardé de poison. J'en avais dans le chaton de ma bague, j'en avais dans ma cravate, j'en avais dans mes poches, j'en avais partout. Brossolette, lui, pensait, parce qu'il y avait eu un précédent, qu'on pouvait toujours s'en tirer. Il y avait toujours un moyen, et que d'avoir le poison vous donnait tendance à l'utiliser trop tôt. Il avait donc absolument refusé, il a toujours refusé de prendre le poison. Et lorsque il a été arrêté, et qu'on l'a découvert d'une manière fortuite, 2 jours après, il a été obligé, pour ne pas parler probablement, de se jeter du 5e étage. Monsieur de Wavrin, je voudrais savoir comment vous faites pour vivre normalement avec tout ce que vous avez dans la tête, avec tous ces souvenirs, grands, tragiques, beaux, affreux. Ces souvenirs, vous savez, sont un peu enfouis dans ma mémoire et je n'essaie pas de les ressortir souvent. Je n'aime pas beaucoup les réunions d'anciens combattants et de choses de ce genre. Par conséquent, j'essaie de ne pas parler. C'était une période extrêmement dramatique que nous avons vécue. Mes meilleurs amis, comme Brossolette, qui sont morts, et beaucoup d'autres. La plupart, enfin 50% des effectifs du BCRA sont morts au combat. Donc c'est pas une chose dont je me rappelle avec beaucoup de joie. Comment vis-je avec ça? Eh bien, en essayant de l'oublier, en parlant le moins possible, et surtout, quand je suis amené à en parler avec le plus d'humour possible, parce que, après tout, vous savez, si on n'a pas l'humour, on est perdu. Vous, Jean-Pierre Melville, est-ce que vous avez la même attitude? Car vous avez aussi connu une existence très difficile pendant l'occupation. Il y avait vraiment tout pour ne pas vous rendre heureux. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. L'occupation n'est pas... Pour moi tout seul, je vous l'ai dit tout à l'heure, un souvenir seulement habité par la tragédie. Ce qui était important pendant l'occupation, c'était la différence de situation, de vie des Français.